Bonjour à tous et merci de nous recevoir sur Béni TV. L'Afrique est en pleine croissance, comme l'indique la hausse du taux de croissance de certains pays du continent noir. À la différence d'autres parties du monde où une croissance soutenue a permis dans une large mesure d'accélérer la transformation économique, on constate que la croissance relativement bonne en Afrique n'a pas profité au plus grand nombre puisque des millions d'Africains sont encore enfermés dans le cercle vicieux de la pauvreté. L'une des principales raisons demeure le problème de la gouvernance de nos États et entreprises qui ne favorisent pas un développement inclusif. Alors, face aux défis actuels, quelle stratégie de gouvernance des États africains pour atteindre le statut d'économie émergente? Pour en parler, nous recevons un expert du domaine à ce numéro de Perspective Afrique. Docteur Constant Gouloumbia Kombazézé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes l'administrateur général de stratégie et gouvernance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui suis honoré. Ok, nous entrons donc dans le vif du sujet en vous demandant d'abord la définition du concept gouvernance. La gouvernance, je vais emprunter une définition très simple d'un de mes maîtres à penser. C'est la capacité individuelle et collective de faire fonctionner de manière efficace les fonctions techniques d'une organisation. Par exemple, quand on est directeur commercial, ou quand on est directeur financier, ou quand on est directeur de production, on ne fait pas de la gouvernance, on fait ce qu'on appelle le management opérationnel. Mais c'est le conseil d'administration qui fait de la gouvernance parce que c'est le conseil d'administration qui fixe la direction. Et le conseil d'administration contrôle si vous faites bien votre travail. Quand on est dans un État, il y a, en fonction du régime, est-ce que c'est un régime présidentiel? C'est le président qui fixe les grandes lignes, les grands axes, et le gouvernement déploie ces grands axes, et le président contrôle si c'est bien fait. Quand on est dans un régime parlementaire, c'est le Parlement qui fixe les grands axes, le Premier ministre exécute et le Parlement contrôle. La gouvernance est aussi simple que ça. Alors, si je vous comprends, la gouvernance concerne les États et les entreprises. Tout ce qui est organisation. La famille est une organisation qui a besoin de gouvernance. L'entreprise est une organisation qui a besoin de gouvernance. L'Église est une organisation qui a besoin de gouvernance. La mosquée est une organisation qui a besoin de gouvernance. L'État est une organisation qui a besoin de gouvernance. Vous réunissez 2 États, 3 États, 4 États, comme l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, c'est une organisation qui a besoin de gouvernance. Ok, alors, quels sont les indicateurs de la gouvernance? Les indicateurs de la gouvernance, je serais très embêté parce que il y a 2 jours, je suivais sur la télé une chaîne concurrente. On a parlé des indices mots concernant la gouvernance. Oui, Ibrahim. Voilà. Mais souvent, les gens se trompent parce que quand on parle de gouvernance, on aborde seulement de manière partielle le problème de la gouvernance. La gouvernance ne se limite pas simplement à des indicateurs sur le plan des réformes, ne se limite pas simplement à des indicateurs sur le plan des résultats économiques. Okay. La gouvernance, ce que nous définissons en stratégie et gouvernance, la gouvernance efficace, concerne autant la gouvernance institutionnelle, la gouvernance stratégique et la gouvernance comportementale. La gouvernance institutionnelle concerne l'élaboration des règles appropriées et le respect de ces règles. Parce que souvent dans la pratique, les chefs, je mets entre guillemets, pensent que les règles sont faites pour les autres, pour les gouverner, et non pour eux et leur famille. Or, quand on parle de gouvernance efficace, c'est que le chef a un pouvoir d'exemple, sa famille doit avoir un pouvoir d'exemple, ses amis et ceux qui sont dans sa proximité doivent avoir un pouvoir d'exemple, ils doivent respecter les règles d'abord. Et il y a la gouvernance stratégique où, en tant que gouvernant, on est obligé de fixer la direction. Or, si vous n'êtes pas conscient des enjeux de l'heure, des enjeux du XXIe siècle, vous ne pouvez pas fixer une bonne direction aux gens que vous allez gouverner. Je donne un exemple très simple. Vous allez voir, en Afrique, on continue encore de parler de Lumumba, on continue de parler de Sankara, on parle
de Kwame Nkrumah. Le paradoxe, au XXIe siècle, on voit quelqu'un comme Mugabe devenir président de l'Union africaine. Mais posons-nous la question de savoir qu'est-ce que mon fils, qu'est-ce que ma fille, qu'est-ce que mon petit-fils, qu'est-ce que mon arrière-petit-fils ou ma petite-fille a de commun avec Lumumba, avec Sankara, avec Kwame Nkrumah? Rien du tout, parce qu'en leur temps, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les tablettes. Généralement, oui. Ce qu'on dit, c'est que leurs idées peuvent apporter aux générations futures. Kwame Nkrumah qui faisait l'apologie du panafricanisme, aujourd'hui on est tous conscients que l'Union fait la force, comme les États-Unis l'ont fait, comme l'Union européenne. L'Afrique aussi peut-être peut s'inspirer de... J'espère que je ne vais pas vous choquer. J'espère que je ne vais pas vous choquer, parce que dans mon métier, quand on a une vision, on fixe des objectifs, et qu'on ne sait pas manœuvrer pour réaliser ces objectifs avec succès, c'est qu'on a échoué. Et en matière de stratégie, on ne peut pas enseigner l'exemple des gens qui ont échoué aux générations qui doivent venir. On enseigne les success stories. On n'enseigne pas ceux qui ont échoué, ceux qui ont échoué. Ce ne sont donc pas les héros de l'histoire, ce qu'on appelle les pères de l'indépendance, peut-être. Ils ont échoué. Je m'excuse de le dire aussi frontalement, mais ils ont échoué. Si Lumumba avait réussi, si Sankara avait réussi, si Kwame Nkrumah avait réussi, l'Afrique ne serait pas là à l'heure actuelle. Je suis désolé de le dire. Il faudrait bien qu'un jour, pour les besoins de l'histoire et l'honnêteté par rapport à l'histoire, qu'on le dise. On me dira qu'ils ont voulu faire, mais on ne leur a pas permis de faire. Mais les uns les autres savent très bien que le pouvoir est source de convoitise et personne ne vous ouvrira un boulevard pour que vous puissiez construire ce que vous voulez faire. Et quand ils se battaient pour y arriver, ils savaient très bien que personne ne le laissera faire parce que le pouvoir est structuré par des rapports de force. Et s'ils n'ont pas su vaincre leur adversaire, je suis désolé de dire qu'ils n'ont pas suffisamment développé l'intelligence pour réussir à atteindre, à réaliser ce qu'ils ont voulu réaliser. Ok, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ces indicateurs-là que vous venez de citer, le contenu en fait de ces indicateurs? Le contenu de la gouvernance efficace? Tout à fait. Quand vous prenez le contenu de la gouvernance efficace, il y a d'abord, au niveau de la gouvernance institutionnelle, les institutions. Est-ce que les institutions fonctionnent bien? En termes de gouvernance efficace, il n'y a pas de leader messie. Il n'y a pas d'un leader envoyé par Dieu. C'est un leader qui est capable de respecter la loi. C'est un leader qui est capable de faire appliquer la loi. C'est un leader qui est capable de mettre en place, de développer un environnement institutionnel de telle sorte que les institutions fonctionnent bien pour que l'organisation fonctionne. Quand Obama était venu à Accra, il avait dit qu'il préfère des institutions efficaces, mais on ne l'a jamais compris en Afrique. Nous sommes arrivés à une période où il est difficile d'avoir des hommes messies. Il est difficile d'avoir des hommes qui pensent qu'ils ont été envoyés par Dieu. Il faut des hommes aujourd'hui capables de comprendre les enjeux du monde et de mettre en place des institutions, des règles juridiques capables de faire fonctionner leur organisation. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, l'Afrique, certains dirigeants africains, je sors de la conférence internationale sur l'émergence en Afrique, mais il y a certains dirigeants qui vous parlent de protectionnisme. Ce sont des thèses dépassées. Mais vous ne pouvez plus faire le protectionnisme aujourd'hui comme on le faisait il y a 30 ans, il y a 40 ans. Le monde a évolué, il faut le faire de manière encore beaucoup plus soft. Et les Chinois, les Sud-Coréens le font de manière soft. Mais pour le faire de manière soft, il faut connaître les enjeux et il faut connaître les méandres du droit. Et ça, on est obligé de revenir là-dessus. Deuxièmement, quand vous prenez l'autre pan de la gouvernance efficace, qui est la gouvernance stratégique, vous avez des concurrents devant vous. Un État est concurrent d'un autre État. Une entreprise est concurrent d'une autre entreprise. Une famille est concurrent d'une autre famille. Et les choses sont assez complexes. Mais pour diriger un pays dans ce magma de complexité, il faut avoir une vision. Il faut avoir un projet stratégique. Il faut être capable d'amener
une masse critique de leaders transformationnels avec vous pour transformer ce que vous devez faire. Quand vous prenez la gouvernance comportementale, souvent les gens pensent que tout est dans l'argent, mais c'est faux. Regardez en Afrique, beaucoup de choses ne marchent pas à cause de certains comportements. L'arrogance de certains de nos dirigeants. Alors que plus vous avez le pouvoir, plus vous devez être humble, vous devez manifester de l'humilité. L'arrogance des parents de certains de nos dirigeants. Dès l'instant où vous êtes le frère du président, vous êtes le président comme le président. Dès l'instant où vous êtes le chauffeur du président, vous pensez être le président comme le président. Ils sont souvent très actifs dans le milieu des affaires. Par tricherie intellectuelle. Ok, on va juste avancer. Alors, quel point de situation pour vous faire concernant la gouvernance des États africains? Le problème de la gouvernance des États africains, je pense, et je l'ai dit hier pendant les 2 jours qui ont meublé cette conférence internationale sur l'émergence, je pense qu'il faut sortir des discours vains, des discours idéologiques. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de la fabrication du réel. Votre frère, vous, à votre âge, vous êtes plus jeune que moi, votre fils, votre arrière-petit-fils, il aura à compétir avec le jeune français, le jeune américain, le jeune sud-coréen. Vous savez que en 1975, la Corée du Sud avait le même produit intérieur brut que la Côte d'Ivoire et la République centrafricaine, mes 2 pays que j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, la Corée du Sud est la 9e puissance industrielle. C'est dû à quoi? Simplement, quand vous vous rendez compte que les Coréens du Sud travaillent 3800 heures par an, alors que les Occidentaux ne travaillent que 2900 heures par an, et l'Afrique ne travaille que 500 heures par an. Il y a un gouffre. Il y a un gouffre. La productivité des facteurs de production, il faut travailler. J'ai pris 2 années sabbatiques où je suis allé à Séoul. J'ai vu l'université de Séoul où j'ai eu à enseigner. J'ai vu en Corée du Sud. J'ai fait un tour dans Samsung pour voir qu'est-ce qui a fait que Samsung, qui était une entreprise artisanale de pêche, soit devenu le premier groupe au monde. Mais il n'y a pas autre secret que la vision et le travail. Est-ce que nous avons des dirigeants qui ont la vision? Est-ce que nous, Africains, nous avons la capacité de travailler 18 heures sur 24, comme les Sud-Coréens ont eu à le faire, et les Chinois ont eu à le faire? Tout part peut-être de la réforme du système éducatif. Quand vous parlez de réforme, je suis un peu gêné. Réforme, c'est-à-dire on prend ce qui existe et on essaie de bricoler un peu pour donner un résultat. Non. Vous parlez de changement radical? Les Sud-Coréens ont fait un changement radical et je vais vous dire comment ils ont fait ce changement radical. Ils ont commencé par étudier l'évolution du monde et ils se sont rendus compte que, comme Paul Kennedy l'a dit, ce grand historien américain, les peuples qui dominent le monde, c'est les peuples qui maîtrisent la technologie de l'heure. Et les Sud-Coréens ont compris que des vagues successives technologiques structurent le monde. Et ils ont refusé le développement de manière linéaire. Ils ont estimé qu'il fallait faire un développement par bond technologique. Et quand ils faisaient cette étude-là, quand les Sud-Coréens devraient sortir leur livre blanc, qui est l'annexe de leur constitution, ils ont dit, nous refusons de nous placer sur la 4e génération de la technologie, nous allons directement aller sur la 5e génération. Et à partir de la 5e génération, nous allons dominer le monde et les pays occidentaux vont venir nous trouver. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les Japonais l'ont fait avant eux, les Chinois l'ont fait avec Deng Xiaoping, et les Coréens l'ont fait. Ils se sont développés en 25 ans, alors que les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France se sont développés au minimum 100 ans. Mais c'est dû à quoi? C'est dû simplement au fait que ce n'est pas simplement le discours qui nourrit l'homme. Est-ce que vous pensez, monsieur le journaliste, qu'au XXIe siècle, où les moyens des sciences sont très avancés, est-ce que vous trouvez normal qu'en Afrique, les Africains puissent encore cohabiter dans leur maison avec des cafards, des souris, des moustiques? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ok, le point de situation
concernant la gouvernance des entreprises en Afrique. Oui. Au niveau de la gouvernance en Afrique, je pense que dans le secteur privé, on n'a pas beaucoup d'inquiétudes. Je suis du secteur privé, je vous le dis, on n'a pas beaucoup d'inquiétudes. Vous prenez un pays tel que la Côte d'Ivoire, il y a des grands entrepreneurs africains. Je ne me permettrai pas de citer le nom ici pour ne pas faire des jaloux. Mais tout le problème que nous avons, c'est les entreprises publiques. Les entreprises publiques parce que la France est l'un des pays qui a été développé par des entreprises publiques. La France, à elle seule, compte environ 3700 entreprises publiques. Mais on n'a jamais demandé à la France de privatiser. On n'a jamais demandé à la France de liquider. Mais c'est dû simplement au fait que la gouvernance marche. En Afrique, qu'est-ce qui se passe? C'est la maladie de la gouvernance africaine. Je vais vous donner 2 cas de figure pour que vous puissiez voir cette maladie. Okay. Sur le plan de la gouvernance de l'État, nous avons des dirigeants qui viennent pour dire qu'ils veulent nous gérer. Ils vont commencer à avoir un projet de société. Mais ils ne vont pas faire campagne sur ce projet de société. Ils vont aller dans les villages, ils vont commencer à faire campagne sur les alliances tribales et les alliances régionales, qui n'ont rien à voir avec leur projet de société. Et quand ils, par les alliances tribales et les alliances régionales, ils gagnent les élections, ils arrivent, ils ne mettent plus en jeu leur projet de société. Ils vont voir le PNUD pour que le PNUD puisse leur faire le DCRP, la lutte contre la pauvreté, qui n'a jamais développé un pays, pour leur faire la lutte contre la pauvreté. Et ça, c'est de la tricherie. Dans les entreprises publiques qui auraient pu nous servir, parce qu'on prend l'argent du contribuable pour créer ces entreprises publiques, qu'est-ce qu'on fait? Les personnes qu'on ne peut pas mettre au gouvernement, on leur donne des strapontins en tant que président du conseil d'administration de ces entreprises publiques, où on envoie, comme certains directeurs généraux de ces entreprises publiques, mais finalement des gens qui n'ont aucune culture de la chose, ce que c'est que la rentabilité, ce que c'est que la gouvernance, ce que c'est que donner une orientation stratégique à une entreprise. Et quand vous leur posez la question, ils disent « Ah, je suis là en attendant qu'on m'appelle au gouvernement ». Mais vous allez voir qu'ils vont piocher dans les fonds de l'entreprise et finalement, à force de durer, l'entreprise va tomber en faillite. Okay. Depuis quelques années, on constate au niveau de la collaboration entre secteur privé et secteur public une forme, puisqu'aujourd'hui on a ce qu'on appelle les PPP, les partenariats publics-privés, qui quand même permettent à ces 2 entités-là de pouvoir collaborer pour le développement. Bon exemple. Effectivement, le partenariat public-privé ne peut marcher qu'aux conditions suivantes. Premièrement, il faut une masse critique de leaders transformationnels, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Des leaders qui savent où ils vont, des leaders qui ont un projet stratégique concernant chacun son organisation pour aller de l'avant. Deuxièmement, il faut que les gens acceptent de jouer le jeu. Vous voyez que souvent, il y a des appels publics de marché. Oui. Moi, je me refuse systématiquement de participer à ces appels publics. Pourquoi? Parce que on triche encore une fois de plus. Alors qu'on vous fait faire un parcours de combattant à travers les appels publics, d'offres publiques, mais il y a des gens à l'intérieur de l'entreprise ou à l'intérieur de l'État qui informent déjà leurs partenaires ou qui travaillent déjà avec leurs partenaires selon les termes de référence pour que ces partenaires soient mieux placés que vous. Et ça, c'est des choses qui font que nos pays ne soient pas compétitifs parce que l'efficacité n'est pas réalisée. Ok. Aujourd'hui, plusieurs pays africains nourrissent la noble ambition d'être émergents, pour certains à l'horizon 2020, 2025 pour d'autres, 2035 aussi, comme le cas du Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour réaliser cet objectif noble? Vous savez, je n'y crois pas tellement. Je vais vous dire pourquoi. Je l'ai dit hier. À l'émergence? Oui. Je n'y crois pas tellement. Parce que l'émergence, on enlève souvent ce qui relativise le mot émergence. Le concept d'émergence, en réalité, s'il faut être complet, c'est l'émergence économique, qui est un concept inventé par des Occidentaux pour trouver des opportunités d'investissement dans le monde. Ce n'est pas un concept de développement économique. Le concept que les pays asiatiques ont trouvé, c'était le concept d'État développeur, qui exige un État efficace, un État qui sait être actionnaire, un État qui sait gérer l'État.
les services publics. Je penche beaucoup plus pour ce concept-là. Il y a quand même des critères de pays émergents qui sont connus. On nous parle d'une croissance économique potentielle supérieure à 5% à une longue période, d'autre part d'une économie diversifiée. Enfin, c'est un concept qui est quand même connu. Depuis 1960, il y a des critères qui ont été élaborés par la Banque mondiale, par le Fonds, par l'OMS, par le PNUD. Où est-ce que nous en sommes en ce moment en respectant ces critères? Nos pays ne peuvent se développer et sortir de ce cercle vicieux de pauvreté structurelle, premièrement, que si nous savons où nous allons. Quand on parle d'émergence, on veut émerger au bénéfice de qui? Les citoyens de 2020, de 2050, de 2035, ce n'est pas le citoyen centrafricain ou le citoyen ivoirien d'aujourd'hui. C'est le jeune qui sera majeur en 2020. Ce n'est pas le citoyen d'aujourd'hui. Donc, si on veut construire cette émergence, c'est pour eux qu'on construise. Mais vous savez qu'il y a certains dirigeants qui ne savent même pas tapoter sur le clavier de l'ordinateur. Et ils veulent construire quel pays pour 2020? Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut transformer la base économique. Aujourd'hui, nous sommes en pleine modernité, en pleine troisième révolution industrielle qui entraîne une modernité. Regardez comment vous êtes habillés, regardez comment je suis habillé, regardez comment nos techniciens sont habillés. On n'est pas habillé en raffia. Il y a un trend, un courant universel de consommation qui se dégage. Et l'Afrique ne devient qu'un centre de consommation. Si nous voulons exister, il faudrait que nous soyons en mesure de produire avec une base économique industrielle pour satisfaire ces consommations. Il y a la technologie. On ne peut pas être émergent tant qu'on ne maîtrise pas la technologie. Nous voulons produire avec quoi? Parce qu'il y a trois logiques qui structurent la construction d'une économie. Il y a la logique de la houe, de la daba. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains restent encore sur la logique de la houe. Il y a la logique du montage industriel, de chaîne de montage industriel. Il faut savoir produire. Voilà. Et c'est ce que les Asiatiques ont trouvé en inventant le concept d'imitation créatrice, où ils achètent ce que les autres ont produit, ils dépiècent pour voir comment c'est produit, et leurs techniciens remontent, et quand ils ont remonté, ils ont maîtrisé le mécanisme, et ils le reproduisent à volonté. Ils le reproduisent à volonté. Mais pour ce faire, il faudrait que le citoyen soit en bonne santé, qu'on investisse dans la santé. Pour ce faire, il faudrait qu'on forme des gens compétents. J'ai dit des acteurs compétents, parce que je fais la différence entre les diplômes et la compétence. Vous savez, on a donné, ça c'est une maladie française. On a donné une maladie en Afrique où, quand on a un petit parchemin, on pense qu'on est compétent. Mais la compétence, on ne proclame pas la compétence, ce sont les autres qui vous reconnaissent comme compétent. Dites-moi combien de professeurs agrégés on a produit depuis que l'agrégation a été mise en Afrique et combien de publications de notoriété nos universités ont eu à faire. Je pose simplement la question. Avec ça, on peut être émergent comment? Alors, donc vous dites que les Africains doivent plutôt suivre l'exemple des pays asiatiques. Il y a des pays asiatiques, il y a des pays africains également. Le Botswana, c'est un exemple. Il y a des pays asiatiques, il y a des pays africains qui sont dans la logique du développement. Je ne parlerai pas d'émergence. Ok, une thèse que vous développez, vous dites pour être émergent, les Africains doivent tourner le dos à la société de joie et de jouissance pour bâtir une société de travail. Oui. Mais regardez, je veux vous dire de manière très simple. L'Africain, quand il est encore au bas de l'échelle en termes de responsabilité, c'est là où il donne l'impression de beaucoup travailler. Mais au fur et à mesure que vous lui donnez des responsabilités et qu'il gravit les paliers organisationnels, il a le temps de se disperser. 3e bureau, 4e bureau, aller boire avec des amis. Alors que quand vous allez dans les pays asiatiques, quand on dépasse la base, c'est là où on devient plus rigoureux avec soi-même. Ok, nous passons à la rubrique les projets. Il y a des structures de référence pour évaluer la gouvernance des États. Tout à l'heure, vous parliez de l'indice Mo Ibrahim. Il y a aussi le rapport Doing Business de la Banque mondiale. Alors, où au niveau des domaines d'évaluation, on a la création d'entreprises, l'octroi de permis de construire, l'obtention de prêts, la protection des investissements. Un commentaire sur... Je fais un commentaire très simple.
qui n'est pas compliqué. Vous faites tout ça pour quel Africain de demain du XXIe siècle? Pour que vous puissiez bien vous rendre compte, en 2050, l'Afrique va compter 1 milliard de personnes. Et sur 1 milliard de personnes, les jeunes jusqu'à 30 ans vont représenter 70%. Et le ministre d'État, toi que ça a eu à le dire hier, qu'est-ce que vous allez donner comme emploi à ces gens? Comment vous allez les former pour qu'ils trouvent l'emploi? Et à partir du moment où nous vivons une troisième révolution industrielle animée, sous-tendue par les technologies de l'information et de communication, qui change le paradigme du travail, où la force de travail part des muscles pour aller vers le cerveau. C'est-à-dire, les machines vont aider les muscles pour faire du travail. Mais on va demander beaucoup plus à l'homme de réfléchir pour mieux travailler. Si vous ne mettez pas l'accent sur la formation de ces jeunes, est-ce qu'ils pourront tenir la compétition avec ceux d'autres continents? Vous allez beau avoir les indicateurs du monde, si vous ne réalisez pas cela, cette transformation, vous ne pouvez pas amener les Africains à être compétitifs par rapport aux autres. Ok, très rapidement, deuxième projet. La revue américaine Fortune estime qu'il y a de nouveaux successeurs aux BRICS, le Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud, considérés aujourd'hui, j'allais dire considérés jusqu'ici par le monde des affaires comme des pays émergents. Et 7 pays figurent de cette short list, parmi eux un seul État africain, le Kenya, dont le PIB est estimé à plus de 55 milliards de dollars. Alors, l'exemple du Kenya pour les autres pays en Afrique, vous le conseillez? Je vais donner un exemple très simple. Moi, je n'aurais pas cité l'Afrique du Sud parmi les BRICS. Parce que vous savez, j'ai honte de l'Afrique du Sud. Je vous le dis franchement, à mon âge, je dis ce que je pense. L'Afrique du Sud a été construite par des Blancs et on a combattu les Blancs. Aujourd'hui, quand vous prenez l'Afrique du Sud, ce que les Africains font alors qu'ils sont au pouvoir, ils se contentent beaucoup plus des discours idéologiques. Ils ne font pas de la fabrication du réel concrètement. Ils ont pris l'Afrique du Sud où ils l'ont emmené où. Mais quand vous voyez tous les jours, c'est des palabres sur la maison du président qui a détourné l'argent pour réparer, c'est tel qui a détourné l'argent. Ça, c'est typiquement africain. Au lieu de travailler, on détourne l'argent. L'exemple du Kenya. L'exemple du Kenya, je vais souvent au Kenya. Je vais enseigner au Kenya. C'est un pays qui est sur la bonne voie. Mais ces derniers temps, j'étais un peu inquiet par rapport à ce qui s'est passé sur le plan politique, la succession politique. Pour que nous puissions réussir durablement, il faudrait que les élections soient des moments pacifiques d'alternance. Il y a ce qu'on appelle en matière de gouvernance la métacompétitivité. La métacompétitivité, c'est quoi? C'est que lorsque une population arrive à gérer ses conflits sans arriver à l'état de guerre, lorsque les règles institutionnelles de la gouvernance permettent au tribunal, permettent aux organes d'arbitrage à gérer les conflits et que tout le monde reconnaisse que ces conflits ont été bien gérés et qu'on n'a pas besoin de prendre des armes pour le faire. Malheureusement, en Afrique, on continue encore à aller aux armes pour régler nos problèmes et ça va nous créer beaucoup de problèmes. Et le président Alassane Ouattara l'a dit hier qu'en matière de gouvernance, il ne faudrait pas ignorer la paix avec les autres pays, mais la paix à l'intérieur de chaque pays. Oui, on rappelle que c'était lors de la première conférence internationale sur l'émergence en Afrique. Vous avez été sollicité pour animer une conférence. Ouais. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous passons à la signature de notre invité dans le livre blanc de Perspective Afrique. Une phrase pour marquer votre passage de cette émission. Alors, docteur, vous allez partager le fruit de votre réflexion aux téléspectateurs de Bénin TV? Oui, je préfère que vous m'appelez simplement Constant Nguyunga Kourbazézé. J'ai pas souvent envie qu'on m'appelle docteur parce que pour ne pas faire la confusion entre les diplômes et la compétence, je préfère qu'on me juge sur ma compétence. Ce que j'ai écrit est simple. J'ai dit avec honneur et plaisir, j'ai accepté l'invitation de Bénin TV pour partager avec des jeunes Africains. Je remercie Bénin TV pour m'avoir donné cette opportunité grandiose. Toute ma reconnaissance. Ok, merci docteur.
Nous sommes au thème de cette émission. Nous avons échangé avec notre invité sur la problématique de la gouvernance en Afrique. On a compris avec notre invité que les discours ne suffisent plus. Il nous faut fabriquer du réel pour permettre aux jeunes Africains de demain de vivre et d'exister dignement. Je rappelle que nous étions avec le docteur Constant Gouyongbi Akongba-Zézé, consultant international, administrateur général de stratégie et gouvernance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier pour cet honneur. Merci beaucoup et c'est un privilège pour moi. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Ça fait plus de 25 ans que j'ai refusé de passer à la télé. Et après 25 ans, vous êtes la première télé qui m'a amené à accepter une invitation. Ok, merci pour cet honneur. Alors, quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour un autre programme de Perspective Afrique sur ce bonne suite de programmes sur Béni TV.